nous excusons de cette interruption indépendamment de notre volonté. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. L'année 2020 est marquée par l'émergence de la pandémie Covid-19 qui a coûté la vie à plusieurs personnes à travers le monde. La Guinée n'est pas en reste. Vu l'ampleur de la pandémie, le président de la République, professeur Alpha Condé, a édicté des mesures sanitaires pour éviter la propagation du virus en milieu scolaire. 3 mois de crise sanitaire sans précédent. Enfin, le verdict tombe. L'assouplissement des mesures barrières. La date du 29 juin 2020 restera dans l'esprit du corps enseignant et du collège médical en santé scolaire. Qu'est-ce qui est prévu pour le 29 juin 2020? Quelles sont les stratégies à mettre en place pour une rentrée réussie et éviter la Covid-19? C'est toutes ces questions que nos invités tenteront de répondre pour vous, chers téléspectateurs. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment la reprise des cours. Pour nous appeler, donc, appelez au 620 58 90 73. Je rappelle que nous avons docteur Karim Diallo, conseiller chargé de l'enseignement supérieur, et docteur Barry, directeur national de la santé scolaire et universitaire. Ce sont nos différents invités sur ce plateau, tous contre le coronavirus. Le 29, donc, est la réouverture des écoles. Quelle est la stratégie ou quelles sont les stratégies, docteur Barry, que vous mettez aujourd'hui ou que vous avez mis en place pour une rentrée réussie et zéro Covid? Ok, merci bien. Merci madame. Et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Le ministère de l'Éducation nationale a mis en place un plan de riposte face à la maladie coronavirus Covid-19. Ce plan de riposte comprend d'abord un volet de formation de toute la chaîne, depuis les inspecteurs régionaux de l'éducation, les directeurs préfectoraux de l'éducation et le personnel enseignant en situation de classe. Et deuxièmement, un volet d'action qui vont être faites, c'est-à-dire l'acquisition des kits, des thermoflash et de tout le matériel et de tous les intrants. Alors, pour ce plan est déjà mis en route. Il a commencé par d'abord, comme je l'ai dit tout de suite, la formation d'une équipe nationale ici à Conakry. Et ensuite, on a regroupé par vidéoconférence tous les inspecteurs, les équipes au niveau des inspections régionales, de direction préfectorale de l'éducation, direction communale. Une formation a été faite et qui a permis l'appropriation de toute la stratégie depuis le niveau régional, préfectoral et au niveau des DSE, c'est-à-dire au niveau des sous-préfectures. Au moment où je vous parle, tous les enseignants dans cette chaîne-là ont été formés à la prise en charge et à la gestion de cette pandémie au niveau scolaire. Très bien. Docteur Diallo, la même stratégie chez vous ou bien il y a d'autres protocoles que le ministère, l'enseignement supérieur a également mis en place pour cette rentrée du 29 juin 2020? Merci madame, je salue tous les téléspectateurs. Je vous remercie pour m'inviter de parler sur ce sujet aussi important que la réouverture. Tout à fait. Après, comme vous le dites, 3 mois d'arrêt des cours, c'est inhabituel. On a l'habitude de nous arrêter pendant du temps, mais en milieu d'année scolaire comme ça, c'est la première fois que cela arrive. On le comprend, c'est grâce à cette Covid. Donc, pour revenir sur la question, poser la stratégie qui a été adoptée au niveau de l'enseignement supérieur. Tout à fait. Je parlerai un peu plus généralement de la stratégie qui a été adoptée au niveau même du secteur. La stratégie de la réouverture nous a trouvé en application d'une stratégie que nous avions appelée stratégie de riposte. C'est-à-dire que chaque ministère a travaillé et nous avons ensemble fédéré tout le système de planification pour la riposte. Et c'est en ce sens que je commencerai par le MENA. Vous avez vu ce que le MENA a fait. Ils ont eu à lancer des cours pour certains niveaux, notamment les niveaux de 6e année qui devraient faire les examens,
pour des cours sur une plateforme. À l'enseignement supérieur, ça a été fait aussi. Bon, c'est vrai que beaucoup ne l'ont pas compris, mais à l'enseignement supérieur, on a associé, disons, l'Institut supérieur de formation à distance et le centre informatique de l'Université de Gamal Abdel Nasser. Ils ont travaillé sur une plateforme. Nous avons recensé tous les cours du second semestre que nous devrions mettre en ligne. Et juste après, il a été question maintenant de relancer les cours. Donc ça, on en parle tout à l'heure, oui. Justement, donc ce n'est plus le plan de riposte. Nous retombons sur notre plan que nous appelons le plan de réouverture. Ouais. La réouverture, c'est demain. Est-ce que toutes ces stratégies ont été mises en place ou c'était un confinement, c'est-à-dire en préparation, avant le décret du président de la République ou bien après? Vous savez que le décret est arrivé le 15 et ça, il nous a trouvé en train de travailler. C'est des plans qui sont tout à fait prêts. Et ce qui manquerait, c'est peut-être quelques retouches, quelques éléments, notamment un élément fondamental qui est le financement, qu'on n'a pas entièrement obtenu. Mais qu'à cela ne tienne, on a utilisé nos expériences et des acquis du passé, comme vous le savez. Il n'y a que quelques années que Ebola est derrière nous. Sur la base de ce que nous avions, disons, capitalisé avec Ebola, ça nous a permis, en tout cas, de nous relancer dans cette, disons, stratégie de reprise des cours. Docteur Barry, les préparatifs à votre niveau, c'est après, comme je l'ai demandé tout à l'heure avant, c'était en cours ou c'est après le décret? Évidemment, vous avez parlé également des kits sanitaires, la dotation de tout ce matériel à Conakry et à l'intérieur. Comment vous avez procédé? Ok, merci. Déjà, comme a dit Dr Diallo, on était au niveau du MENA également. Il y avait déjà un plan qui était en route. Et le décret n'a fait que concrétiser voilà, ce qui était déjà... On s'attendait quand même qu'il n'y aura pas d'année blanche. Hein? Oui, c'est l'espoir de tout le monde. Et il faut dire ici que pour ce qui est des actions qui ont été faites, il y a eu d'abord, comme je l'ai dit tout de suite, la formation au niveau pour que le personnel enseignant en situation de classe sache qu'est-ce que c'est que cette maladie, comment est-ce qu'il faut s'en prémunir, comment est-ce qu'il faut éviter et comment est-ce qu'il faut utiliser tout le matériel qui va être mis à leur disposition. Avec l'expérience Ebola, donc déjà le lavage des mains, l'utilisation du thermoflash ne pose plus de problème au niveau des écoles. Déjà, le personnel enseignant est bien rodé à cette activité de prise de température, d'utilisation des kits de lavage des mains. Donc, pour revenir à ce que vous demandiez, tout le matériel à ce jour est livré au niveau de Conakry. Et nous avons que la région de Zérékori qui sera livrée demain, compte tenu de la distance certainement. Mais toutes les autres préfectures, au moment où je vous parle, sont déjà en possession d'une grande partie du matériel. Alors, tout ce matériel ou toutes ces mesures, il y a également la désinfection des établissements, la distribution des masques et puis d'autres mesures, la distanciation de mètres. Est-ce que tout cela va être respecté au niveau des différentes écoles? Oui. D'abord, pour ce qui est des masques, les masques aussi ont été distribués. Tous les élèves auront des masques. Aux élèves et aux enseignants, ils auront tous des masques lavables, donc qu'on peut utiliser plusieurs fois, différemment des masques à usage unique qui sont très difficiles à gérer. À conserver. Voilà. Ensuite, il y a... vous avez dit, après le kit... La désinfection. La désinfection, voilà. La désinfection, bon là... Est-ce que c'est fait à Conakry à l'intérieur? Oui. Parce que là, nous utilisons généralement le chlore pour le lavage des salles de classe et le nettoyage du mobilier. Donc, puisque les écoles sont restées fermées pendant 3 mois, il y a eu un nettoyage avec de l'eau de javel, donc du chlore. Et maintenant, chaque semaine, il faudra nettoyer régulièrement et les tables bancs et le mobilier, le bureau du directeur, les toilettes et tout ça. Le personnel est là pour assurer tout ce processus de nettoyage. Oui. Et il faut dire que on procédera plutôt à la désinfection en utilisant le chlore que de procéder à la pulvérisation. Parce qu'on a eu de mauvaises expériences avec la pulvérisation. Donc on utilise l'eau de javel
ou le chlore pour faire ce travail-là. Et ça, au niveau des écoles, il y a déjà un programme qui est mis en place pour le faire régulièrement. Et les préfectures qui n'ont pas encore enregistré de cas, est-ce qu'ils sont soumis à ce même protocole? Oui, toutes les préfectures. Le port des masques? Le masque, ce sera dans toutes les écoles, dans tout le pays, pour tous les élèves et pour tous les enseignants. Et pour toute l'année encore. Docteur Diallo, vous avez parlé tout à l'heure les cours qui ont été organisés pour certaines catégories. Des cours, c'était des cours en ligne ou des cours sur une plateforme à l'université, comme vous gérez l'enseignement supérieur? Effectivement, c'est des cours en ligne qu'on devrait envoyer, mais compte tenu des difficultés que nous avons pour la connexion et beaucoup d'autres aspects liés à ce mode de transmission de connaissances, on s'est dit qu'il faut récupérer les cours, les mettre sur une plateforme et permettre à chacun qui a la possibilité de se connecter, de les télécharger pour pouvoir... Justement, chacun qui a la possibilité de se connecter, ceux qui n'ont pas la possibilité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Surtout, eux aussi, ils sont dans le même programme, ils préparent le même examen, ils auront les mêmes sujets à traiter. Effectivement, on a eu le souci là, et nous nous sommes bien apaisantis sur ces différences. C'est pour ça que nous ne sommes pas lancés très vite dans le lancement des cours, et on s'est dit qu'il faut s'assurer que ce que nous allons faire va permettre à chacun d'obtenir les connaissances de la même façon que tout le monde, que ce soit à Conakry ou à Zérékore ou partout dans le pays. Et parce que nous sommes partis aussi d'une expérience que les étudiants ont. Comme vous le savez, les étudiants, quand ils ont le bac, ils s'orientent en ligne désormais. Et pour l'orientation en ligne, c'est sur la base d'une plateforme. Ça, c'est déjà fait une expérience. Chacun sait se connecter. Chacun qui est à l'université depuis 3 ans, 4 ans maintenant, s'oriente sur la base d'une plateforme. Donc, quand c'est des cours qu'on envoie, ils ont déjà l'expérience de se connecter et de trouver la possibilité de télécharger les cours aussi. Vous l'avez dit en début d'émission, au début de votre intervention, les cours perdus dont on va revenir encore, les cours qui n'ont pas été enseignés pour les élèves, les étudiants. Alors, quels sont les moyens que vous avez mis en place, à part ces plateformes et les cours en ligne, là, les autres moyens pour combler ce déficit? Parce que l'année scolaire, c'est le thème là où, en tout cas, le sujet est tiré du programme de l'année scolaire 2019-2020, n'est-ce pas? Oui, effectivement, comme vous le dites, ce que je viens de dire, c'est par rapport au premier plan de riposte que nous avions envisagé dans le cadre de la riposte. Donc, et ça, c'est au MENA, aussi bien au MENA, à l'enseignement technique, à l'enseignement supérieur. Du moment que c'est un plan d'ouverture que nous envisageons maintenant, on a pris des dispositions sur la base de la déclaration de Monsieur le Président de la République. Et nous sommes partis de cela pour observer la distanciation dans les classes. Cela nous a amené d'abord à nous dire que s'il faut reprendre tout le monde, parce que nous, la concession ne nous a pas été faite pour dire que c'est seulement tel niveau ou tel niveau. À l'enseignement supérieur, on a dit que c'est l'enseignement supérieur qui reprend. Et compte tenu des effectifs que nous avons, disons, sélectionné d'abord ceux qui sont en classe de terminale, ceux qui finissent, disons, leur cycle. Je vais parler de ceux qui sont en licence 3, L3 pour les licences fondamentales, L4 pour les licences professionnelles, 5e année et 6e année pour ceux qui ne sont pas dans le LMD. Je vais parler des filières d'ingénieurs et de la médecine. Donc, et pour ça, nous nous sommes dit, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les repartir dans les classes, parce qu'à partir du moment où il ne faut pas qu'ils se touchent, là où nous avions 40 étudiants, on ne peut plus retrouver 40 étudiants dans une salle. Il faut observer la distanciation. Et pour ça, il faut donc dédoubler le groupe pédagogique. Nous avons des amphis qui prennent 200, 300, voire même 400. Et pour ça aussi, nous nous sommes dit qu'il faut observer la distanciation. Et si tel est le cas, il faudra prévoir d'autres groupes pédagogiques. C'est dans ça que nous sommes arrivés à calculer le nombre de groupes pédagogiques qu'induirait, disons, la distanciation. En plus de cette distanciation qui doit être observée dans l'enceinte de la cour et dans les salles de classe et les amphis, il y a aussi, disons, la prise de la température à la rentrée des institutions. Il y a aussi le lavage des mains, il y a le port des masques, il y a, comme ils l'ont dit encore, la programmation des reprises, et où nous avons dit que maintenant, le plan de cette reprise, que ce soit pour l'enseignement supérieur, l'enseignement technique et le MENA, nous avons un même plan qui se divise en 2 étapes. Dans la première étape, nous avons
considéré que nous allons prendre les classes, disons, d'examen au MENA, les classes finissantes à l'enseignement technique et les classes finissantes à l'enseignement supérieur, comme celle que je viens d'énumérer tout à l'heure. Là, nous repartissons la période d'ouverture, de prolongation des cours en deux. Cette durée va partir du 29 juin au 31 octobre. Donc la première vague va venir le 29 juin, c'est-à-dire demain, achever le cours le 31 août. Donc, et pour ça, ce sont les premières classes que je viens d'énumérer, plus les classes d'examen qui sont concernées. La deuxième vague viendra le 1er septembre et fera septembre-octobre. Donc là, c'est tous ceux qui n'ont pas été considérés. Quand je prends l'enseignement supérieur, c'est les licences 1 et 2 en licence fondamentale, les L2, L1, L2, L3 pour les licences professionnelles, les autres de l'enseignement qui n'est pas le LMD, plus les classes intermédiaires au MENA, plus les autres classes aussi débutantes à l'enseignement technique. Donc, docteur Barry, la prise des températures, docteur Diallo a fait cas tout à l'heure. Est-ce que la surveillance est là pour cela, à la rentrée et à la sortie? Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce que les heures de cours vont changer, les jours également vont changer? Parce que quand il faut prendre la température de 8 heures, est-ce que ça va être à 8 heures comme d'habitude ou bien il y aura une réorganisation à ce niveau également? Bon, il y aura une réorganisation un peu à l'image de la période Ebola, c'est-à-dire que la température sera prise le matin, avant que les enfants ne rentrent en classe, et quand ils sortent en récréation, quand ils reviennent encore, la température est prise une deuxième fois. Est-ce que au niveau de la récréation, par exemple, les mesures également sont prises pour que les élèves, surtout du 6e, respectent cette distanciation sociale? Oui, tout à fait, parce qu'il faut justement, il y a une autre action qui va être mise en route, c'est la limitation du brassage des élèves à l'intérieur de l'école, surtout pendant la récréation. C'est-à-dire on peut moduler cela par groupe, c'est-à-dire que puisque si on prend à l'école primaire, il n'y a que les CM2 qui viennent, donc les CM2, on peut sortir une classe pour 30 minutes ou 20 minutes et une autre aussi. On module cela de cette façon pour ne pas que les enfants, que le brassage se fasse au niveau des élèves, pour garder cette distanciation. Cela est extrêmement important. Alors, avant de faire passer notre élément, pour nous dire si c'est sur ce magazine que vous êtes inspiré pour établir la nouvelle stratégie en cours, je vais vous demander, aujourd'hui il y a un abandon littéral des masques. Est-ce que les enfants sont soumis à ce stricte exigence pour le port des masques dans la cour de récré ou avant ou après même les cours? Non, le port du masque, c'est une mesure. Si un enfant ne porte pas de masque, il ne pourra pas rentrer à l'école. Si on ne prend pas la personne n'accepte pas qu'on prenne sa température, elle n'aura pas accès à l'école. Que ce soit un élève, que ce soit un enseignant ou un parent d'élève, la prise de température est de rigueur. Le port du masque est obligatoire. Surtout que tous les élèves auront des masques. Et maintenant, si les parents aussi veulent, ils peuvent leur fournir des masques supplémentaires. Voilà, supplémentaires. Mais le port du masque est de rigueur. D'accord. Alors, on a un magazine que docteur Diallo nous a apporté pour voir si l'élément est prêt. La régie, vous pouvez nous faire passer et on va revenir sur le plateau pour en discuter avec nos invités respectifs. En mars 2014, la Guinée est frappée par une épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. Elle fut la première du genre de son histoire. Durant 3 années, la maladie fait des milliers de morts. Pour freiner définitivement l'hécatombe, le gouvernement et ses partenaires se mobilisent pour la riposte. En milieu scolaire, un plan sectoriel est élaboré, notamment en faveur de l'enseignement préuniversitaire. Lorsque vous me parlez de plan de riposte, c'est nécessaire, parce que c'est à l'école on apprend tout. Les enfants ont appris à se méfier des contacts, plus ou moins douteux. On a mis en place ce qu'on appelle le lavage des mains. C'était une suite logique, vraiment. Ça allait de soi, quoi. La ville de Conakry compte 5 directions communales de l'éducation. Dans chacune d'elles, des centaines et des centaines de cartons de savon, de kits et d'eau de javel
sont reçus pour être distribués aux écoles. Nous avons reçu du savon, nous avons reçu des kits sanitaires et tout ce qui est valable pour le maintien du lavage des mains ou du maintien de l'hygiène au sein des conditions scolaires. Nous avons 35 écoles publiques et 67 écoles privées au jour d'aujourd'hui dans Matam. La distribution n'a pas posé problème parce que nous avons des registres ici. Et le chargé des ressources, et celle qui est chargée du matériel, fait la répartition avec la section pédagogique selon la taille des établissements. Nous appelons toutes les écoles à venir chercher leur savon. Et ça, toutes les écoles élémentaires, les écoles secondaires, publiques et privées. Parce que nous avons demandé même aux écoles qui ont eu des kits gâtés de ramener pour que nous puissions remplacer. Parce que chaque fois on garde un petit stock pour remplacer les kits gâtés. Nous avons reçu un stock de 420 cartons de savon qui a été reparti dans les 17 écoles élémentaires, 5 écoles secondaires et quelques écoles privées. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela nous a rendu comme service. C'est allé droit au cœur. Je le dis haut et fort, c'est grâce à l'UNICEF, la communauté internationale, qu'il n'y a pas eu d'Ebola dans nos écoles. Partout, les décors intègrent désormais la présence des kits de lavage des mains pour élèves et corps enseignants. Dans chaque école, savon et eau de javel changent radicalement les habitudes en matière d'hygiène et de prévention. Tous les matins, les élèves en rentrant, chacun passe devant les kits pour laver proprement leurs mains avant d'être au mât. Les maîtres, même chose, tout le monde. Cela a créé des bonnes habitudes au niveau de nos élèves et enseignants. Au niveau des cahiers, des manuels sont devenus propres. Concernant le manger, quand ils sortent, ils lavent les mains avant d'aller au petit marché pour acheter à manger. Après avoir fini de manger, ils se lavent encore les mains avant de rentrer en classe. Cela nous a donné beaucoup d'avantages pour l'hygiène. Quiconque vient à la douche, qui va à la douche en sortant, tu laves la main. Laver la main, ce n'est pas laver le Ebola, c'est la pauvreté. Quand tu la lampe est toujours propre, il va éviter la saleté. Chez nous, même si vous êtes un élève, l'enfant, venez, il dit, monsieur, je n'entre pas tant que je ne lave pas ma main. La toilette, le matin, très tôt, on lave les douches. Et en allant encore le soir, à 18h, on lave les douches. À 100 km environ de Conakry, une des préfectures martyres d'Ebola, la préfecture de Forêt-Karia. La zone est frontalière à la Sierra Leone et fut parmi les plus secouées par la maladie. Ici, la DPE supervise 11 délégations scolaires d'enseignement élémentaire, y compris la commune urbaine. Il y a eu des victimes dans le monde scolaire, mais c'était à un moment où il n'y avait pas d'ouverture. Mais depuis l'ouverture, avec l'appui de différentes ONG, partenaires techniques et le ministère de l'alphabétisation, vraiment aucun cas n'avait été notifié dans nos structures scolaires. Tout près de la capitale, à Dubreka et Koya, les responsables de l'éducation sont conscients que ce plan de riposte renforce un éveil des bonnes habitudes que sont la prévention et l'hygiène, indispensables à la santé dans les écoles. C'était un grand souci, mais avec l'apport de l'État, le travail de riposte a concerné au renforcement de la dotation des écoles en kit et savon, parce qu'il fallait continuer à préparer les enfants à laver les mains à tout moment, et c'est ce qui continue jusqu'à présent. Nous avons reçu 4032 cartons. Le transport a été payé, on a déposé tout au niveau des sous-préfectures. Et les gens étaient très contents parce qu'il fallait poursuivre l'activité. De toute évidence, ce projet est en passe de réinstaller dans les écoles guinéennes des pratiques indispensables pour lutter contre ce qu'il convient d'appeler plus généralement les maladies
des mains sales. Souvent, les enfants tombaient malades parce qu'ils ne lavaient pas les mains avant de rentrer en classe. Ils pouvaient manger avec les mains sales. Après les latrines, ils pouvaient toucher ou manger et prendre ça. Ça nous donnait assez de choses. Mais maintenant, là, avec le lavage des mains, les maladies ont diminué au niveau de nos établissements. Il y a d'autres maladies liées à la saleté qui n'est pas seulement Ebola, telles que le choléra. Assez de maladies. Pour nous, là, on compte continuer avec ça parce que c'est un bon geste. On a 270 écoles publiques privées. Sinon, on a 71 écoles élémentaires publiques et 14 écoles secondaires publiques. Ça a été une bonne approche pour barrer la route à Ebola et ça a été une bonne action pour vraiment continuer un comportement de propriété dans les écoles. Parce qu'après Ebola, on continue à pratiquer, à utiliser le dispositif pour l'hygiène des enfants. Cependant, les responsables du secteur préuniversitaire saluent unanimement l'effort de leur département ainsi que les partenaires impliqués dans ce programme de prévention, car, comme dit bien l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Retour donc sur le plateau, docteur Barry. On a regardé un magazine de 7 minutes, ça nous a pris assez de temps. Alors, pourquoi ce magazine? Qu'est-ce que ça sous-entend pour vous? Ce magazine, ça a été une expérience lors de l'épidémie Ebola. Nous avons travaillé avec le personnel enseignant. Vous savez que dans le personnel de l'éducation est beaucoup plus important à l'intérieur du pays, même à Conakry ici. Nous avons des localités où on n'a pas d'agent de santé. Et avec le personnel enseignant qu'on peut utiliser comme des relais communautaires, ils peuvent aider à la sensibilisation, à la formation même des enfants, parce que n'oubliez pas que tout ce que l'enfant apprend à l'école, qui est dit par son maître ou son professeur, ça compte beaucoup. Et l'enfant peut aussi servir de véhicule pour passer les messages dans les concessions, dans les familles. Donc nous nous sommes inspirés de cette expérience pour mettre en place la nouvelle stratégie. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il va y avoir des formations, on va travailler vraiment avec le personnel enseignant, particulièrement ceux qui sont en situation de classe. D'accord. Docteur Diallo, la reprise vous concernant, est-ce que c'est demain ou bien c'est un autre jour prévu pour les étudiants? Bon, officiellement c'est demain, mais nous différons la rentrée des étudiants à celle de la rentrée administrative. Nous nous sommes dit que demain, nous allons, disons, observer une rentrée administrative, c'est-à-dire que ce soit le personnel d'encadrement et d'enseignants qui va se retrouver pour voir dans quelle mesure est-ce que les dispositions sont prises et dans les normes pour pouvoir recevoir les étudiants. Ils vont commencer les cours le 1er. Donc c'est ce que nous avons envisagé et demain, il est prévu que le cabinet effectue des missions dans les différentes disons, institutions de Conakry ici pour voir à quel niveau ils sont avancés dans la reprise des cours. Cette reprise des cours au niveau des universités, c'est seulement les universités publiques ou y compris privées également? Bon, là comme vous le savez, on a deux types d'universités, les universités publiques et les universités privées. Mais toutes reçoivent les étudiants du pays, les enfants du pays. Oui. Donc et tout ce qui a été envisagé dans cette disons, stratégie de reprise, on a vu sous l'angle de l'étudiant guinéen. Donc on n'a pas tenu compte du fait que, de façon générale, tout ce qui peut être fait pour le public, on veut l'envisager pour le privé également. Donc, parce qu'on n'a pas voulu faire quand même une université à deux vitesses, du moment qu'on n'a pas voulu le faire aussi au niveau du système éducatif. Tout ce que j'ai dit pour l'enseignement supérieur est valable pour l'enseignement technique, cela est aussi pour le MENA. Donc, parce que nous avons travaillé ensemble depuis qu'on a entamé le plan de riposte. Ce sont les trois ministères qui travaillent ensemble et c'est ce qui fait qu'on a un plan qui fédère tous les différents plans qui ont été élaborés. C'est-à-dire on travaille en synergie, quoi. On travaille en synergie. Ouais. Docteur Barry, c'est vrai, pour mettre en place beaucoup de stratégies, de protocoles, demande un financement.
En tout cas, le président de la République, via son Premier ministre, Dr Kassory, a parlé de résilience économique dans tous les secteurs porteurs. Et nous, aujourd'hui, c'est la reprise, c'est les étudiants, c'est l'enseignement supérieur et le ministère en santé scolaire qui est également concerné. Est-ce que, qu'est-ce qui est prévu comme assiette financière pour une reprise réussie et zéro codive, en même temps une reprise normale? Effectivement, qui dit plan, dit action, dit budget, dit programmation de ces activités, responsabilité dans la mise en œuvre. Donc tout cet arsenal a été mis en place. Et sur le plan budgétaire, ce qu'on a envisagé, c'est qu'on a d'abord budgétisé toutes les actions, que ce soit la sensibilisation, que ce soit, disons, les kits sanitaires, que ce soit les masques, que ce soit les gels, que ce soit les savons ou alors maintenant, disons, comme on a parlé de démultiplication des groupes pédagogiques, cela induit effectivement des coûts supplémentaires du point de vue des heures à dispenser, parce que celui qui avait l'habitude d'avoir une classe, cette classe se dédouble, finalement il a 2 classes, donc là où il devait donner 3 heures, ça lui revient 6 heures. Donc on a envisagé tous ces coûts et nous sommes en train, qu'on a calculé. Cela se monte à près de 67 milliards pour tout le système, avec 35 milliards pour le MENA, 15 pour l'enseignement supérieur et 14 pour l'enseignement technique. Donc c'est le budget global de toutes les activités pour la réouverture. Il a parlé de MENA, donc... oui, pour rajouter à ce que Dr Diallo a dit, il faut aussi noter que nous avons bénéficié de l'appui de certains partenaires, tels que l'UNICEF, le partenariat mondial de l'éducation. Ils ont participé au budget et aussi l'État a fourni de gros moyens, surtout pour l'achat des masques et puis des kits également, parce que c'est l'État qui a fourni les masques pour tout le pays, pour tous les élèves et pour tous les enseignants. Imaginez-vous que nous avons à peu près 3 millions d'apprenants. Est-ce que vous avez l'effectif des élèves qui doivent préparer les différents examens, 6e, BFM? Oui. Pour cette reprise. C'est pour permettre, oui, effectivement, comme il a dit, disons, tout le personnel enseignant, les élèves étudiants concernés, c'est environ 3 millions, avec 2 700 000 chez eux, 100 000 chez nous, et puis 50 000 à l'enseignement technique. Donc environ 3 millions. Et pour ça, quand on voit, par exemple, je prends le côté de l'enseignement supérieur, nous avons, les classes ciblées font environ 30 000 étudiants, 30 000 et quelques, ce qui fait le tiers. À l'enseignement technique, c'est un peu moins du tiers des élèves qui vont être concernés. À l'enseignement au MENA, c'est peut-être un peu moins aussi. Si vous faites un calcul un peu approximatif, il y a 12 niveaux, il y a 3 niveaux qui sont concernés. La 6e année, la 10e année, la 12e année. Quand vous faites un calcul grossier, vous tombez sur moins du tiers. Donc c'est dire qu'on a la possibilité quand même de respecter les mesures de distanciation. Est-ce que vous avez les chiffres? Voilà, non, on a les chiffres, donc ça nous fait environ le tiers des élèves et étudiants qui sont concernés. Donc, et aussi on s'est dit qu'avec le temps, peut-être qu'on aura réussi à amoindrir un peu, disons, la teneur de cette Covid, et ça nous permettra aussi d'être un peu plus relax et que nous soyons moins contraints dans le déroulement des cours. Donc, mais pour ce début, en tout cas, il y a bien la possibilité de respecter à la lettre tout ce qui a été dit par rapport aux consignes données par monsieur et par le président de la République. Docteur Paris, les autres élèves reprendront également ou c'est pas prévu? Oui, les autres élèves reprendront. Ils reprendront. Je pense qu'il y a un programme qui a été mis en place pour rattraper les jours perdus. C'est-à-dire, je pense que là, il y a quelque chose de 36 jours, je crois, au niveau du primaire et de 52 jours, je crois, au niveau du secondaire. Donc, il y a un programme qui est mis en place pour rattraper ces jours perdus. Mais comme a dit le docteur tout à l'heure, dans un premier temps, on va travailler avec les classes d'examen. Et quand on finira avec ces classes d'examen,
le rythme sera beaucoup plus facile pour absorber pour les autres. Ça va voilà. être progressif. Voilà. Donc, docteur, j'ai demandé quelque chose tout à l'heure. C'était par rapport... je reviens dessus tout à l'heure. On va parler un peu des problèmes auxquels vous êtes confrontés actuellement pour la reprise du 29 juin. Pour la reprise du 29 juin, disons, il faut d'abord se féliciter de ce qui a été fait à l'interne, parce que déjà, comme je l'ai dit, nous avons capitalisé ce qui a été appris du temps de Ebola. Et matériellement aussi, il se trouvait que nous avions du matériel que nous avons distribué, notamment des thermoflash qui ont été distribués aux institutions. Ce n'est pas suffisant certainement. Et les kits, il y en a qui étaient là, il y en a qui ont été trouvés. Et toutes les institutions, chacune, selon ses moyens, a eu à trouver les moyens qu'il faut. Donc à l'heure actuelle, si vous allez, vous trouverez que toutes les institutions, chacune a approvisionné suffisamment son institution. Mais ce n'est pas tout à fait suffisant au vu du strict respect qu'on veut faire sur les mesures qui ont été édictées. Bon, maintenant, ça, ce n'est que pour cet aspect-là. Maintenant, pour les autres aspects, il faut peut-être revenir un peu. Au niveau côté financement, les institutions, c'est vrai qu'elles se sont déployées pour trouver tout ce qu'il faut, mais il faudrait bien que le financement puisse venir soit de l'État, soit des partenaires aussi pour nous aider. Donc c'est ce qu'on disait aussi par rapport à nos partenaires. Il faudrait qu'ils voient dans la mesure où c'est un plan de reprise qui a été énoncé par M. le Président de la République. Moi, je leur ai demandé de sortir de leur schéma traditionnel de financement, dire que moi je finance le ménage, je finance tel et tel. Il faut voir, pour ne pas faire du système éducatif, disons, un système à plusieurs vitesses, faites en sorte que ce qui a été proposé par le Monsieur le Président, que ça soit respecté, qu'on donne la possibilité à tout le système de pouvoir reprendre sur la base de ce qui a été dit. À partir du 28, donc, quand il y a la possibilité de financer circonstanciellement l'enseignement technique ou l'enseignement supérieur, moi je crois qu'il ne faut pas s'en faire, il faut le faire pour pouvoir faire en sorte que les cours soient repris à la date indiquée. Donc, mais là aussi, il faut saluer, comme je l'ai dit, les efforts internes des institutions qui ont énormément travaillé en se dotant du matériel. D'accord. Docteur Barry, c'est la deuxième partie. Le numéro certainement est affiché, 620 58 90 73. Pour vous, ceux qui suivent cette émission, si vous avez envie de poser des questions à nos différents invités, vous avez la latitude de nous appeler maintenant. Docteur Barry. Oui, vous parlez de difficultés. Bon, en fait, la première difficulté, c'est que c'est une maladie nouvelle. Il y a beaucoup qui pensent que ce n'est pas vrai. Il y a des idées, préconçues, il y a de la réticence par endroits et tout. Donc il faut vraiment mettre beaucoup de moyens sur la sensibilisation. Il faut insister sur la sensibilisation et essayer de convaincre le maximum de personnes pour qu'on sache que cette maladie, elle existe et effectivement, elle est là, elle est parmi nous. Et que le virus se déplace en même temps que nous autres. Donc il faut que les parents, que les élèves, que la communauté scolaire se mobilisent et participent. Et c'est un travail de longue haleine. Mais je pense qu'avec tout ce qu'on a dit là, on peut essayer de voir le bout du tunnel. Voir le bout du tunnel, on va prendre ce premier appel, si ce n'est pas parti. Comme il a dit, on exhorte donc les élèves au respect strict des mesures barrières et l'implication des parents également, leur partition de la communication pour éviter, pour rompre avec la chaîne de contamination dans la cité et se débarrasser de la Covid-19. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, messieurs. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je suis à Puntia CDA, je m'appelle Mori Djabi. Alors, monsieur Diané, nous vous écoutons. Je m'appelle Mori Djabi, je suis de Puntia CDA. Votre question? Je n'ai pas compris le passage du docteur concernant sur le premier temps, 36 heures,
sur 36 jours-là, est-ce que ce sera continuellement en même temps que l'école primaire, ceux qui font la première année, deuxième année, troisième année, ou bien ils vont attendre d'abord que ceux qui font les examens avancent dans le programme? Je ne sais pas, je n'ai pas compris ce passage. D'accord, il va revenir dessus. Docteur, vous avez envie de vous voulez répondre à cette question? Je voudrais répondre à ma manière. Allez-y. Donc, le docteur a énoncé un certain nombre de jours perdus par rapport à cette Covid. Donc, effectivement, c'est ce qui a été fait, ça a été la base du travail. Donc, ça leur a permis de dire que s'ils ont un certain nombre de jours à étudier, ça leur permettrait de gagner, récupérer tout le temps qui a été perdu, comme s'il n'y avait pas eu cet arrêt. Donc, mais qu'à cela ne tienne, dans tous les cas, on peut même organiser les cours du soir voilà, aussi. Donc, hein, là, à chacun sa stratégie. Il a été dit à chacun, au niveau local, de prendre des dispositions pour pouvoir achever les programmes. Donc là, comme on l'a dit, dans la première étape, c'est du 29 juin au 31 août. La deuxième, c'est du 1er septembre au 31 octobre. Je dirais maintenant qu'au niveau de l'enseignement supérieur, si le cas se posait aussi, nous... Ok. On a déjà un autre appel. Oui. Okay. Bonsoir, monsieur. Allô? Vous pouvez continuer. Donc, au niveau de l'enseignement supérieur, comme vous le savez, nous avons un enseignement semestrialisé avec le système LMD. Donc, il se trouvait qu'à l'arrêt des cours, 5 semaines d'abord déjà avaient été opérées dans le second semestre. Il leur restait 10 semaines. Ces 10 semaines, on s'est rendu compte que ça ne prendrait pas 2 mois. Okay. Donc pour ces 2 mois, il y a la possibilité en tout cas de donner tout. Et la sensibilisation, comme il l'a dit, en plus de ce qu'il faut sensibiliser du point de vue de cette maladie, il faut sensibiliser du point de vue des enseignants pour leur dire qu'on n'a pas 1 minute à perdre, à plus forte raison un jour. Donc c'est l'essentiel qui doit être donné pendant le temps qu'ils sont dans la classe. Tout ce qui paraît un peu superflu, ils n'ont qu'à s'en débarrasser pour pouvoir aller à l'essentiel. Parce qu'avec le LMD, tout ne se donne pas en classe, ils vont en profiter pour compléter le reste. Les étudiants cherchent... cherche le reste des... Allô? 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 Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez? Oui, je vous appelle Kuntia. Kuntia. Bonsoir, madame. Je vous appelle de Bessia. Oui, messieurs, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste téléviseur? Nous vous écoutons. Allez-y. J'aimerais savoir, Allô? On vous reçoit pas par ici, hein? On vous reçoit pas. Nous invitons à tous ceux qui veulent contribuer à enrichir ce numéro. Éloignez-vous en posant des questions. Éloignez-vous de votre poste téléviseur pour pouvoir vous entendre. Sinon, ça pose problème. Allô? Allô, madame, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je vous appelle Amdalaï. Oui, nous vous écoutons. Monsieur, votre nom? Voilà. Je voudrais savoir avec le docteur. Oui. Est-ce que, avec la pluie, avec cette saison hivernale, est-ce que ça peut permettre aux enfants, aux enseignants d'être vraiment fréquents sur tout le temps, quoi? Je veux savoir cela. C'est une inquiétude avec la saison des pluies. Est-ce qu'on pourra peut-être respecter les heures des cours et tout ça? Vous savez, le plus difficile pour une chose, c'est la motivation, obtenir la motivation de la chose. S'ils se rendent compte que cette Covid est venue à perturber les cours et risque même de le causer une année blanche, ils se disent que l'enjeu est là. Donc quand on leur dit de venir en juillet, août, c'est sous les grandes pluies. Mais pour ne pas rater l'année, mieux vaut se sacrifier à venir sous la pluie pendant 1 mois que de perdre une année d'investissement dans les études. Tout à fait. Docteur Diallo, Barry, la reprise, je demandais tout à l'heure, il y a un autre appel. Alors, ils ont la priorité donc de poser. Allô? C'est parti.
on demandait, son inquiétude, c'était, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que il n'y aura pas de vacances cette année, docteur Diallo? La période des compositions des examens, c'est prévu pour quand? La période des examens. Vous permettez? Oui, allez-y. Effectivement, bon, on dit qu'il n'y a pas de vacances. Il va y avoir des vacances. Oui. Des vacances pour chacun. Chacun aura 2 mois de vacances. Parce que si vous prenez la première équipe qui va commencer les cours le 29 jusqu'au 31 août, les autres sont en vacances. Oui. Ce qu'il faut, c'est officialiser leurs vacances maintenant. Il faudra sortir un papier pour dire qu'eux, ils sont en vacances jusqu'au 31 août. Ça, c'est en cours, normalement. Voilà, justement. Ça doit être en cours, normalement. Ça, c'est en cours. Maintenant, les autres qui vont reprendre ces premiers qui terminent le 31, ils auront leurs vacances du 1er septembre au 31 octobre. Donc, chacun a ses 2 mois de vacances. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà, ça va alterner, quoi. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Alors, docteur Diallo, docteur Barry, les derniers messages, nous sommes au terme de notre timing, de notre émission. Est-ce que vous avez un message à faire passer, un message porteur, porteur, et puis docteur Barry, vous également, avant de dire au revoir à ces milliers de personnes qui nous suivent à travers la télévision nationale? On prend ce dernier appel d'abord. Allô? 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 Allô, oui, bonsoir. C'est parti. Allô? Le message à apporter, c'est appeler, disons, le civisme de tout le monde à s'impliquer pour donner un caractère particulier à cette reprise des cours. Il faut qu'on sache qu'on a perdu 3 mois et qu'il nous faut pour chaque étudiant, élève, 2 mois pour rattraper les 3 mois perdus. Donc il faut s'investir et mettre de côté tout ce qui paraît un peu superficiel par rapport à l'essentiel qui est là, disons, la réception des cours et puis l'achèvement en beauté du programme. Donc j'en appelle à la sensibilité de chacun pour que nous puissions y aller. Oui, voilà, je voudrais ajouter à ce que Dr Diallo a dit, en plus de la motivation, il faut vraiment que tout le monde s'y mette, que ce soit parents d'élèves, enseignants, toute la communauté scolaire, pour que nous puissions aller jusqu'au bout de ce programme de réouverture et que puisse terminer l'année comme ça a été programmé dans le plan de riposte. J'espère que c'est la fin. Si on a 1 minute, on peut prendre cet appel avant de vous dire au revoir. Allô? Allô, oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je réponds au nom de Sandino Mohamed, je l'appelle de Péché. Alors, monsieur Mohamed, malheureusement, on ne peut pas vous prendre. Nous sommes au terme de l'émission. Je rappelle que nous étions avec docteur Abdoul Karim Diallo, conseiller chargé de l'enseignement supérieur, et docteur Alpha Barry, directeur national de la santé scolaire, de la santé scolaire et universitaire, qui étaient donc nos différents invités. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à l'équipe technique qui a concocté, qui a réalisé cette émission. Merci à tous qui suivent cette émission à Conakry et à l'extérieur. Merci à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de d'autres thématiques alléchantes pour vous servir, cher public. De Dites-moi tout, docteur. Au revoir et à très bientôt.